Alors qu'elle travaillait comme camionneuse, la femme était restée paralysée en réalisant que le millionnaire avec la voiture en panne sur la route était son mari, qui était mort il y a 7 ans. Elle s'est approchée et le soleil de fin d'après-midi frappait impitoyablement l'asphalte de la route départementale D113. Cette artère oubliée qui serpentait à travers les collines arides de l'Occitanie. Juliette Bernard, 35 ans, les cheveux châtains attachés en queue de cheval négligée, maintenait fermement le volant de son camion Renault. Les vibrations du moteur remontaient dans ses bras fatigués, témoins silencieux de ses 12 heures quotidiennes, passées sur les routes de France. « Allez, ma belle, encore 50 kilomètres, murmura-t-elle à sa machine, comme elle le faisait toujours quand la fatigue se faisait sentir. Dans le rétroviseur, elle aperçut son reflet. Des rides de fatigue creusaient le coin de ses yeux, vestige de ces 7 années où elle avait dû réinventer sa vie entière. 7 années depuis que David avait disparu dans les eaux glacées de la Garonne, emportant avec lui ses rêves de petite bourgeoise tranquille. Avant, elle était Juliette Renaud, épouse aimante et mère au foyer. Elle préparait des tartes aux pommes le dimanche, aidait les jumelles avec leurs devoirs et attendait le retour de David chaque soir avec un sourire. Leur pavillon de banlieue toulousaine résonnait des rires de Maëva et Lola, leur petite fille de 8 ans qui courait dans le jardin. Puis, un matin de novembre, la gendarmerie avait sonné à sa porte. « Madame Renaud, nous avons retrouvé la voiture de votre mari dans la Garonne. Il y a eu un accident. Le monde s'était écroulé. David, son David, comptable méticuleux à la construction de l'âtre, n'était plus qu'un corps jamais retrouvé. Emporté par les flots, les obsèques avaient eu lieu sans cercueil, devant une assemblée en pleurs. Juliette se souvenait encore de l'odeur des chrysanthèmes et des sanglots étouffés des jumelles, qui ne comprenaient pas pourquoi papa ne rentrerait plus. L'assurance avait traîné des pieds, prétextant des circonstances suspectes, quelques milliers d'euros, de quoi tenir 6 mois tout au plus. La maison avait été saisie, les économies épuisées. Juliette avait dû déménager dans un petit appartement de Colomiers avec les filles, puis apprendre à conduire les poids lourds, une reconversion brutale, des mains douces qui avaient dû s'endurcir, des nuits blanches à étudier le code de la route professionnelle. « Maman, pourquoi tu pleures ?» avait demandé Lola un soir en la voyant sangloter sur ses cours. « Parce que maman apprend à être forte, ma chérie. » Et elle l'était devenue, forte, indépendante, capable de manœuvrer 20 tonnes de marchandises sur les autoroutes européennes. Ses collègues l'appelaient « la veuve ». Avec un mélange de respect et de pitié, elle avait appris à encaisser les remarques machistes, à dormir dans la cabine de son camion, à calculer ses pauses pour optimiser ses livraisons. Aujourd'hui, elle rentrait d'une course à Perpignan, chargée de matériel électrique pour un chantier de Montpellier, encore 3 heures de route, puis elle retrouverait ses filles. Maëva et Lola avaient maintenant 15 ans, presque des femmes. Elles avaient grandi sans père, avec une mère souvent absente, mais elles s'en sortaient bien au lycée. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un Mercedes noir, flambant neuf, garé sur le bas-côté, le capot était ouvert, de la vapeur s'échappait du radiateur. Un homme en costume sombre gesticulait près du véhicule, visiblement désemparé. Juliette ralentit machinalement, sur ces routes perdues. La solidarité entre conducteurs était une règle tacite, mais quand l'homme se retourna vers elle, le monde s'arrêta. Le sang se glaça dans ses veines. Son cœur manqua plusieurs battements. Ses mains se crispèrent sur le volant jusqu'à en avoir mal aux articulations. C'était impossible, totalement impossible. Pourtant, malgré les cheveux grisonnants, malgré la peau bronzée, malgré les 7 années écoulées, elle le reconnaissait entre 1000, la ligne de sa mâchoire, la façon dont il penchait la tête, ce geste nerveux de passer la main dans ses cheveux. David, son David, vivant. Le camion fit une embardée. Juliette pila, manquant de peu de finir dans le fossé, elle se gara en tremblant, les mains moites, le souffle court. C'était forcément un mirage. Une hallucination provoquée par la fatigue et le soleil. Elle descendit de sa cabine, les jambes flageolantes. L'homme la regardait approcher, et elle vit ses yeux s'écarquiller de terreur quand il la reconnut à son tour. « Vous avez besoin d'aide », articula-t-elle péniblement, luttant pour contrôler le tremblement dans sa voix. David, car c'était bien lui, aucun doute n'était possible, devint livide, sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois. Comme un poisson hors de l'eau, il portait un costume italien visiblement coûteux.
Une montre en or brillait à son poignet, et ses chaussures devaient valoir plus que le salaire mensuel de Juliette. « Juliette, souffla-t-il finalement, je peux tout expliquer. » Mais elle était déjà remontée dans son camion, claquant la portière avec violence. Le moteur rugit, les pneus crissèrent sur l'asphalte. Dans le rétroviseur, elle vit David courir derrière le camion, agitant les bras, la bouche grande ouverte dans un cri qu'elle n'entendait pas. Elle conduisit comme une automate pendant les 2 heures suivantes, le pilotage automatique prenant le relais. Les paysages défilaient, sans qu'elle les voie vraiment. Son cerveau tournait en boucle, rejouant inlassablement la scène. David, vivant, riche, bronzé, en parfaite santé. David qui l'avait regardé avec la terreur d'un homme pris en flagrant délit, pendant qu'elle pleurait sa mort, qu'elle se battait pour nourrir leur fille, qu'elle s'usait la santé sur les routes, lui menait la grande vie quelque part, avec l'argent de quoi, comment, pourquoi. Elle se gara sur l'aire de repos de Montpellier-Nord, incapable de continuer. Ses mains tremblaient trop pour tenir le volant. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de Maëva, puis raccrocha avant que ça sonne. Que pourrait-elle leur dire ? « Les filles, j'ai une bonne nouvelle. Papa n'est pas mort, il nous a juste abandonnés. » La nuit tombait quand elle arriva enfin à Colomiers. L'appartement était silencieux. Les jumelles étudiaient dans leur chambre. Elle monta directement dans la sienne, ferma la porte et s'effondra sur le lit. Les larmes vinrent d'abord. 7 ans de deuil, de souffrance, de reconstruction, qui s'écroulaient d'un coup. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes, le visage enfoui dans l'oreiller pour ne pas alerter les filles. Puis, lentement, la colère prit le relais, une rage froide, implacable, qui montait du plus profond de son être. David était vivant. Il l'avait abandonnée, elle et leur fille, pour mener une vie de luxe. Pendant qu'elle trimait 12 heures par jour, qu'elle comptait chaque euro, qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de Maëva et Lola, lui se prélassait quelque part avec son Mercedes et ses costumes italiens. Elle se redressa, essuya ses joues et alluma son ordinateur portable. Si David était vivant, si elle l'avait trouvé une fois, elle pourrait le retrouver. Et cette fois, elle ne le laisserait pas s'échapper. Il allait payer pour chaque nuit blanche, pour chaque larme versée, pour chaque « Où est papa ?» des jumelles. Il allait payer pour toutes ces années volées. L'écran s'illumina dans la pénombre. Juliette Bernard, la veuve éplorée, était morte ce soir sur la route des 113. À sa place était née une femme déterminée, assoiffée de vérité et de justice. La chasse commençait. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux bon marché quand Juliette ouvrit les yeux. Elle n'avait pas dormi, pas vraiment. Son esprit avait tourné en boucle toute la nuit, ressassant chaque détail de cette rencontre impossible sur la D113. David, vivant, David, riche, David, qu'il avait regardé comme si elle était un fantôme venu le hanter. Elle se leva sans bruit, enfila un peignoir et se dirigea vers la cuisine. L'appartement de Colomiers était petit, mais propre, meublé avec les quelques affaires qu'elle avait pu sauver après la saisie de leur pavillon. Chaque objet lui rappelait leur ancienne vie, la cafetière que David lui avait offerte pour leur 5e anniversaire de mariage, le frigo couvert des dessins des jumelles quand elles étaient petites. « Maman !» Maëva apparut dans l'encadrement de la porte, encore en pyjama, à 15 ans. Elle ressemblait de plus en plus à David. Les mêmes yeux noisettes, la même fossette au menton. « Tu es rentrée tard hier soir. Tout va bien ?» Juliette força un sourire, servit le café. « Oui, ma chérie. Juste de la fatigue. Tu as cours de maths en première heure, non ? MMH. » Maëva s'installa à table, observant sa mère avec cette perspicacité troublante des adolescents. « Tu as l'air bizarre, tu as pleuré. » Lola fit son apparition à son tour, bâillant bruyamment, contrairement à sa sœur jumelle. Elle avait hérité des traits de Juliette, cheveux châtains, yeux verts, petit nez retroussé. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous chuchotez ? » « On ne chuchote pas, » mentit Juliette en distribuant les bols de céréales. « Dépêchez-vous, je vous dépose au lycée avant de partir en course. » Les filles échangèrent un regard complice. Elles avaient appris à déchiffrer les humeurs de leur mère, à repérer ces moments de tristesse qu'elle s'efforçait de cacher. Juliette le savait, mais elle ne pouvait pas leur dire la vérité. Pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas compris ce qui s'était réellement passé. 1 heure plus tard,
Après avoir déposé Maëva et Lola devant le lycée Jean Jaurès, Juliette se gara sur le parking d'un centre commercial. Elle avait appelé son patron pour prendre sa journée, prétextant un problème mécanique sur le camion. Maintenant, assise dans sa Clio fatiguée, elle fixait l'écran de son smartphone. Par où commencer? David était mort officiellement. Son acte de décès existait. Elle l'avait en sa possession. Alors comment un mort pouvait-il conduire un Mercedes flambant neuf sur les routes de France? Elle ouvrit Facebook, tapa David Renaud dans la barre de recherche, dizaines de profils, aucun qui corresponde. Elle essaya David Renaud Toulouse, puis David Renaud comptable. Toujours rien, bien sûr, s'il avait voulu disparaître. Il n'allait pas garder sa vraie identité sur les réseaux sociaux. Juliette ferma les yeux, se força à réfléchir méthodiquement. David portait un costume coûteux, une montre en or. Il conduisait une voiture de luxe. Il avait de l'argent, beaucoup d'argent. D'où venait cet argent? Avant sa mort, il gagnait correctement sa vie chez Delattre, mais sans plus. Il vivait confortablement sans être riche. Elle se souvenait de leurs dernières semaines ensemble. David était nerveux, distrait. Il rentrait tard, prétextant un gros dossier à boucler. Il recevait des appels qu'il prenait en s'isolant, parlant à voix basse. Sur le moment, elle avait pensé qu'il préparait une surprise pour son anniversaire. Quelle naïve elle avait été. Juliette démarra, direction le centre-ville de Toulouse. Elle avait besoin de voir Henri Delattre, l'ancien patron de David. Peut-être qu'il pourrait l'éclairer sur les derniers mois de travail de son mari. La société Delattre Construction occupait un immeuble moderne dans le quartier des Minimes. Juliette se souvenait y être venue plusieurs fois pour les fêtes de fin d'année de l'entreprise. David était fier de travailler pour cette boîte familiale réputée sérieuse. Madame Renaud, la secrétaire, une quinquagénaire aux cheveux permanentés, la reconnut immédiatement. Ça alors, quelle surprise! Comment allez-vous? Et les petites? Bonjour Martine, ça va? Merci, les filles grandissent vite, j'aurais voulu voir Monsieur Delattre si c'est possible. Le visage de Martine s'assombrit. Oh, ma pauvre, vous n'êtes pas au courant. Monsieur Delattre a vendu l'entreprise il y a 3 ans. Des problèmes financiers terribles. Sa femme l'avait quitté. Il y avait eu des détournements de fonds. Un vrai désastre. Juliette sentit son cœur s'accélérer. Des détournements de fonds. Oui, c'est sorti après l'accident de votre mari, il manquait une somme énorme dans les comptes. Les enquêteurs ont pensé que David, vous savez, les morts ne peuvent pas se défendre. On l'a accusé. Martine baissa la voix. Officieusement, oui, mais sans preuve formelle. Et puis, avec sa disparition, l'affaire a été classée. Monsieur Delattre a dû vendre pour rembourser. Il vit maintenant dans un petit appartement vers Ampalo. Juliette nota l'adresse que lui donna Martine et repartit. L'esprit en ébullition, David accusé de détournement de fonds, c'était impossible. Il était d'une honnêteté scrupuleuse. Il vérifiait 3 fois ses additions au restaurant, rendait la monnaie quand les commerçants se trompaient en sa faveur, à moins que l'immeuble d'Henri Delattre était un HLM des années 70, gris et défraîchi. L'ascenseur était en panne. Juliette monta 4 étages à pied. Elle sonna à la porte marquée H. Delattre, le cœur battant. L'homme qui lui ouvrit était méconnaissable. Henri Delattre, qu'elle se souvenait comme un quinquagénaire dynamique aux tempes argentées, était devenu un vieillard voûté. Ses cheveux avaient blanchi, son visage s'était creusé, ses vêtements flottèrent sur son corps amaigri. Madame Renaud. Il plissa les yeux, comme s'il avait du mal à la reconnaître. Que faites-vous ici? Monsieur Delattre, il faut que je vous parle. C'est au sujet de David. Le vieil homme pâlit davantage. David, mais il est mort. Juliette, mort et enterré depuis 7 ans. Non, dit-elle fermement. Il est vivant. Je l'ai vu hier. Henri Delattre vacilla, s'appuya contre le chambranle. C'est impossible. Vous délirez, ma pauvre enfant. Je ne délire pas. Juliette sortit son téléphone, montra la photo qu'elle avait discrètement prise la veille avec le zoom de son appareil. Une image floue mais reconnaissable de David près de son Mercedes. L'ancien chef d'entreprise observa l'écran et Juliette vit toutes les émotions défiler sur son visage. Incrédulité, espoir, puis une colère froide qu'elle ne lui connaissait pas. « Ce salaud !» murmura-t-il. « Ce fils de pute !» Monsieur Delattre. Henri releva la tête et ses yeux brillaient d'une rage contenue. « Entrez, Juliette, entrez.
Et je vais tout vous raconter. Tout ce que j'aurais dû comprendre il y a 7 ans. Quand ma femme a commencé à me mentir, Juliette pénétra dans l'appartement spartiate, quelques meubles de récupération, des photos jaunies sur une étagère bancale. La chute était vertigineuse pour un homme qui possédait jadis une villa avec piscine à Carcassonne. « Votre femme ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le canapé défoncé. Henri se servit un verre de rouge, en proposa un à Juliette qui refusa. Ses mains tremblaient légèrement. Caroline, ma chère épouse Caroline, qui pleurait tellement la mort de David aux obsèques, qui me consolait en disant que ces choses-là arrivaient, qu'il ne fallait pas accuser un mort sans preuve, qui a disparu 6 mois après avec mes économies personnelles, en me laissant un petit mot disant qu'elle refaisait sa vie. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Caroline Delattre, votre femme a disparu. Partie un matin avec 2 valises et 100 000 € vidés de mon compte épargne. J'ai cru qu'elle avait craqué à cause du stress, de la faillite. Mais maintenant... » Il but une longue gorgée, fixa Juliette avec des yeux brillants de larmes contenues. « Maintenant, si David est vivant, ça veut dire qu'ils étaient complices, qu'ils m'ont ruiné ensemble, que ma femme couchait avec mon employé sous mon nez, qu'ils ont organisé cette mascarade pour partir avec mon argent. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Juliette. David et Caroline Delattre, l'argent détourné, la fausse mort, la fuite. Où est-elle maintenant ? Demanda-t-elle d'une voix blanche. Henri haussa les épaules avec amertume. Aucune idée. Elle a disparu dans la nature. Mais vous avez vu David ? Vous savez qu'il est vivant. Juliette hocha la tête, une détermination nouvelle durcissant ses traits. Et je vais le retrouver. Nous allons les retrouver tous les deux, pour la première fois depuis des années. Henri Delattre sourit, un sourire terrible, plein de promesses de vengeance. Alors nous avons du pain sur la planche, ma chère Juliette. Du pain sur la planche. Henri Delattre vida son verre de rouge d'un trait, se leva péniblement et se dirigea vers un petit secrétaire bancal dans un coin de la pièce. Ses gestes étaient lents, comme ceux d'un homme qui a vieilli prématurément sous le poids des trahisons. « J'ai gardé tout ça », dit-il en sortant une chemise cartonnée usée. « Tous les documents de l'enquête, les relevés bancaires, les témoignages, les flics ont classé l'affaire. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. » Juliette s'approcha. Le cœur battant, Henri étala sur la table basse des photocopies jaunies, des relevés de compte, des photos d'époque. « Regardez ça », dit-il en pointant un relevé. Les détournements ont commencé 2 ans avant la mort de David. Petites sommes au début, puis de plus en plus importantes, quelqu'un qui connaissait parfaitement nos systèmes comptables. « David était votre comptable principal », murmura Juliette, encore incrédule. « Le meilleur que j'ai jamais eu, méticuleux, honnête, ou du moins, c'est ce que je croyais. » Henri poussa une photo vers elle. « Et voici ma chère épouse Caroline, 3 mois avant la disparition de David. » Juliette observa le cliché. Une femme blonde d'une 40aine d'années, élégante, souriante. Elle posait devant la villa des Delattre, en robe d'été, un verre de champagne à la main, belle, sophistiquée, tout l'opposé de Juliette à l'époque. « Je me souviens d'elle », dit doucement Juliette. Elle venait parfois aux fêtes d'entreprise. David disait qu'elle était très gentille avec lui. Henri eut un rire amer. Gentille, oui, tellement gentille qu'elle lui donnait des primes exceptionnelles, qu'elle l'emmenait en déplacement professionnel, qu'elle le recevait à la maison quand j'étais en voyage d'affaires. Les souvenirs remontaient à maintenant, précis et douloureux. Juliette revoyait David rentrant tard, parlant de Caroline avec une admiration qu'elle avait prise pour du respect professionnel. Madame Delattre pense que, Caroline dit toujours, elle a eu une idée géniale pour le dossier. Quand ont-ils commencé ? Leur liaison, demanda-t-elle. La gorge serrée, Henri consulta ses notes. D'après ce que j'ai reconstitué, ça a dû débuter il y a 3 ans avant sa mort. Caroline était frustrée dans notre mariage. Elle trouvait que je ne m'occupais pas assez d'elle. Et David était un homme simple, séduit par le luxe qu'elle représentait. Il sortit d'autres documents, des factures d'hôtel, des relevés de cartes de crédit. Tenez, regardez, hôtel Carlton de Cannes, suite présidentielle, facturé au nom de l'entreprise, prétendument pour un séminaire de formation, en réalité, un week-end romantique pour les tourtereaux. Juliette sentit la nausée monter, pendant qu'elle gardait les jumelles, préparait les repas,
s'occupait de la maison. David filait le parfait amour avec une femme riche dans des palaces. Et l'argent, comment ont-ils procédé? Henri étala une série de relevés. Très malins, ils ont créé des sociétés écrans, des fausses factures pour des travaux fictifs. Caroline signait les bons de commande, David validait les paiements, 50 millions d'euros détournés sur 2 ans. 50 millions? Juliette écarquilla les yeux. Une somme astronomique, impensable. Le fruit de 30 ans de labeur, dit amèrement Henri. Mes économies, celles de mes employés, l'argent des clients, tout y est passé. Il montra une autre photo. Prise lors d'une soirée d'entreprise, David et Caroline côte à côte, un peu à l'écart du groupe. Leurs corps ne se touchaient pas, mais leurs regards, Juliette reconnut cette intimité, cette connivence qu'elle croyait exclusive à son couple. « Comment ont-ils organisé la fausse mort ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder un ton détaché. Henri sortit le dossier de police. Très simple, en fait. David a gommé dans la Garonne après avoir eu soin de laisser sa voiture sur la berge. Portières ouvertes, vêtements sur le siège. Les plongeurs ont cherché pendant des semaines, mais avec le courant, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Exactement. Et pendant ce temps, Caroline jouait la veuve éplorée. Elle pleurait à chaudes larmes aux obsèques, me consolait en disant qu'au moins, nous nous soutenions mutuellement dans l'épreuve. Juliette se souvenait de ses obsèques. Caroline Delattre était venue la voir après la cérémonie, l'avait prise dans ses bras en pleurant. « Ma pauvre Juliette, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. David était comme un fils pour nous. Quelle actrice consommée. » Et 6 mois après, elle a commencé à parler de dépression, de besoin de changement. Elle voyait d'un psy, prétendait-elle. En réalité, elle préparait sa sortie. Un matin, je me suis réveillée avec un mot sur l'oreiller. « Henri, je n'en peux plus. Je pars refaire ma vie. » Ne me cherche pas, Caroline. Henri se rassit lourdement, visiblement épuisé par ses révélations. Les comptes étaient vidés. Mes bijoux de famille avaient disparu, ainsi que tout ce qui avait de la valeur dans la maison. Elle avait même pris les couverts en argent de ma grand-mère. Juliette imaginait la scène. Caroline préparant minutieusement sa fuite, emportant tout ce qui pouvait se monnayer, laissant Henri seul avec la faillite et la honte. « Vous avez essayé de la retrouver ?» Bien sûr, j'ai engagé un détective privé avec mes dernières économies. Caroline Delattre avait disparu de la surface de la Terre. Aucune trace, aucun indice, comme si elle n'avait jamais existé. Et David, le détective n'a pas fait le lien. Henri secoua la tête. David était officiellement mort. Qui aurait eu l'idée de chercher un fantôme? Juliette réfléchissait intensément. Tout se tenait, l'argent détourné, la liaison cachée, la mise en scène de l'accident, la fuite organisée, pendant qu'elles se battaient pour élever leur fille, qu'Henri sombrait dans la ruine, David et Caroline coulaient des jours heureux quelque part avec leurs millions volés. « Ils doivent vivre sous de fausses identités, dit-elle. Des passeports, des papiers d'identité forgés. Sûrement avec 50 millions, on peut s'offrir les meilleurs faussaires. Mais pourquoi David était-il seul hier? Où est Caroline? » Henri haussa les épaules. « Peut-être qu'ils se sont séparés. Ou alors, ils ne vivent pas ensemble pour ne pas attirer l'attention. Qui sait? » Juliette examina de nouveau la photo de Caroline. Cette femme avait détruit 3 vies, celle d'Henri, la sienne, et celle de ses filles. Elle avait volé un père à Maëva et Lola, un mari à Juliette, une entreprise et une fortune à Henri. Il faut les retrouver, dit-elle fermement. Tous les 2. Mais comment? Ça fait 7 ans, ils peuvent être n'importe où dans le monde. David était sur la D113 hier. Il n'a pas traversé l'Atlantique pour se promener en Occitanie. Il vit en France, probablement pas très loin d'ici. Henri se redressa légèrement, un espoir prudent dans le regard. « Vous pensez vraiment qu'on peut les coincer ?» Juliette repensa au regard terrifié de David quand il l'avait reconnu. Ce n'était pas l'expression d'un homme en paix avec ses choix, c'était celle d'un fugitif pris en faute. J'en suis certaine, David a peur, il a paniqué en me voyant. Les gens qui ont peur font des erreurs. Elle se leva, rassembla les documents. « Monsieur Delattre, je peux emporter tout ça. Il faut que j'étudie le dossier en détail. » « Bien sûr, mais attention, Juliette. Ces gens sont dangereux. Ils ont ruiné ma vie sans état d'âme. Ils n'hésiteront pas à s'en prendre à vous si vous les menacez. Qu'ils essaient, dit-elle avec une détermination glaciale. Ils m'ont déjà tout pris. Ils n'ont plus rien à me voler. » En redescendant les escaliers de l'immeuble,
Juliette serrait contre elle la chemise cartonnée. Elle tenait enfin des preuves, des indices, une piste à suivre. David et Caroline avaient en cru s'en tirer, mais leur passé venait de les rattraper. La chasse pouvait vraiment commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation chez Henri Delattre. 3 jours pendant lesquels Juliette avait épluché méticuleusement tous les documents, cherchant le moindre indice qui pourrait la mener à David et Caroline. Elle avait transformé sa chambre en véritable bureau d'enquête, punaisé des photos sur les murs, tracé des lignes chronologiques, établi des connexions. Les jumelles commençaient à poser des questions. « Maman, tu travailles sur quoi exactement ?» avait demandé Lola la veille au soir, en découvrant sa mère penchée sur des relevés bancaires à 2h du matin. « Des papiers administratifs, ma chérie. Rien d'important. » Mais Maëva, plus perspicace, l'avait observée avec insistance. « Ça a un rapport avec papa. » Juliette avait failli tout avouer. Le mensonge lui pesait, mais elle ne pouvait pas bouleverser la vie de ses filles tant qu'elle n'aurait pas de certitude absolue. Ce matin-là, son téléphone sonna. Henri Delattre. « Juliette, j'ai trouvé quelque chose. Pouvez-vous venir ?» 1 heure plus tard, elle était de retour dans le petit appartement d'Ampalo. Henri l'attendait avec un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu. « J'ai appelé d'anciens collègues hier soir », dit-il en lui tendant une feuille de papier. « Des contacts dans la police, la gendarmerie. Officiellement, ils ne peuvent rien faire pour une affaire classée, mais officieusement, Juliette lut la note manuscrite. Un nom, commandant Sylvie Moreau, brigade financière de Toulouse. Un numéro de téléphone. Elle était sur l'enquête à l'époque, expliqua Henri. Elle n'a jamais cru à la thèse du suicide de David. Elle pensait qu'il y avait anguille sous roche, mais ses supérieurs voulaient me classer. Elle acceptera de nous aider. Ça dépend de ce qu'on peut lui apporter. Sylvie Moreau est quelqu'un de carré. Elle ne bougera pas sans preuve solide. Mais si on arrive à démontrer que David est vivant, Juliette hocha la tête. Elle avait pensé à ça aussi. La photo floue qu'elle avait prise ne suffirait pas. Il fallait des preuves irréfutables. Monsieur Delattre, j'ai une idée, mais j'aurai besoin de votre aide. Henri se pencha en avant, attentif. David conduit un Mercedes noir immatriculé en France. Il faut retrouver cette voiture. Identifier le propriétaire officiel, avec vos contacts. Je peux essayer, dit Henri. Mais ce sera délicat. Les fichiers d'immatriculation ne sont pas accessibles aux premiers venus. Essayez. Pendant ce temps, je vais creuser autre chose. Juliette sortit son carnet de notes. J'ai étudié les anciens relevés de Caroline. Elle avait des habitudes de luxe très spécifiques. Elle fréquentait toujours les mêmes bijoutiers, les mêmes couturiers, les mêmes restaurants étoilés. Les gens comme ça ne changent pas facilement. Vous pensez qu'elle continue à fréquenter les mêmes endroits? Peut-être pas exactement les mêmes, mais le même niveau. Caroline Delattre était habituée au grand luxe, avec 50 millions en poche. Elle n'a pas dû renoncer à son train de vie. Henri réfléchit. C'est malin. Et David? David. C'est différent, lui. Il n'était pas né dans le luxe. Il découvrait ce mode de vie grâce à Caroline. Il doit être plus discret, plus prudent. Mais hier, il était seul sur cette route. Exactement. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il allait quelque part. Ou il en revenait. Cette route mène où? Henri se dirigea vers un petit bureau. Sortit une carte routière défraîchie. La D113. Elle relie Toulouse à Montpellier en passant par Carcassonne. Plusieurs embranchements vers les stations balnéaires. Juliette étudia la carte. Cannes, Nice, la Côte d'Azur. Regardez ses factures d'hôtel dans le dossier. Caroline et David ont séjourné plusieurs fois dans cette région. Vous croyez qu'ils vivent là-bas? C'est possible. La Côte d'Azur, c'est l'endroit rêvé pour blanchir de l'argent sale. Casino, yacht, immobilier de luxe. Et puis, Caroline connaît déjà la région. Henri nota quelque chose sur un carnet. J'ai encore des relations là-bas. Un ancien fournisseur qui a monté une agence immobilière à Cannes, il pourrait nous renseigner. Parfait. De mon côté, je vais surveiller les lieux que David pourrait fréquenter ici. Comment ça? Juliette hésita, puis se lança. David était sur cette route pour une raison. Il habite peut-être plus loin, mais il a des affaires ici, Toulouse. C'est sa ville, il la connaît. S'il doit revenir, vous allez le suivre. Je vais essayer de le retrouver. Et quand j'y arriverai, je ne le laisserai plus filer. Henri la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Juliette, c'est dangereux. Ces gens ont déjà tué une fois
Symboliquement, il pourrait quoi? Me tuer vraiment. Elle eut un rire amer. Monsieur Delattre, ils ont déjà détruit ma vie. Ils m'ont volé mon mari, mes illusions, mes économies. Ils ont privé mes filles de leur père. Je n'ai plus rien à perdre. Si, vous avez vos filles. Juliette se figea. Il avait raison. Maëva et Lola étaient tout ce qui lui restait. Elle ne pouvait pas les mettre en danger pour assouvir sa soif de vengeance. Alors nous devons être prudents, dit-elle finalement. Méthodique, comme eux l'ont été. Henri se leva, alla chercher une bouteille de vin dans sa petite cuisine. Vous savez, Juliette, depuis que Caroline est partie, je me lève chaque matin en me demandant pourquoi je continue. Mon entreprise détruite, ma réputation ruinée, mes économies envolées. Mais là, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir un but. Il servit 2 verres. Entendit un à Juliette. « À la justice », dit-il en levant son verre. « À la justice », répéta-t-elle. Ils burent en silence, scellant tacitement leur alliance. 2 victimes unies par la même soif de vérité, la même volonté de faire payer leur bourreau. « Par où commence-t-on » demanda Henri. Juliette consulta sa montre. « Vous appelez vos contacts pour l'immatriculation du Mercedes et les renseignements sur la Côte d'Azur. Moi, je retourne sur la D113. Maintenant, David avait un problème mécanique hier, une panne de radiateur. Il a peut-être dû faire réparer sa voiture dans un garage du coin. » Henri hocha la tête avec approbation. « Malin, et si vous le trouvez, je ne l'aborde pas encore. D'abord, je découvre où il vit, ce qu'il fait, avec qui il est. Il faut qu'on sache tout avant de frapper. Et Caroline. Une chose à la fois, retrouvons David d'abord. Il nous mènera forcément à elle. » Juliette finit son verre, rassembla ses affaires, à la porte. Henri la retint par le bras. « Juliette, merci. Je ne sais pas si nous arriverons à nos fins, mais au moins, je ne suis plus seule. » Elle lui sourit, surprise de ressentir une réelle affection pour ce vieil homme brisé. « Nous ne sommes plus seuls, monsieur Delattre. » Et ça, ils ne l'ont pas prévu. En redescendant vers sa voiture, Juliette sentait une énergie nouvelle couler dans ses veines. Elle n'était plus la veuve éplorée qui se battait seule contre l'adversité. Elle avait un allié, un plan, et surtout, elle commençait à croire que la justice était possible. David et Caroline avaient eu 7 ans d'avance, mais le temps des comptes venait d'arriver. Sur la route vers la D113, Juliette repensa aux paroles d'Henri. La justice. C'était exactement ça qu'elle cherchait. Pas la vengeance, pas la haine, mais la justice pure et simple, pour Maëva et Lola, qui méritaient de connaître la vérité sur leur père, pour Henri, qui méritait de récupérer sa dignité, et pour elle-même, qui méritait enfin de pouvoir tourner la page. La chasse continuait, mais désormais, elle n'était plus seule à traquer ses proies. Le garage Michaud était une petite entreprise familiale, coincée entre 2 champs de tournesol, à 3 kilomètres de l'endroit où Juliette avait croisé David. Un bâtiment en tôle ondulée, quelques pompes à essence, et une cour parsemée de voitures en réparation, l'endroit idéal pour un automobiliste en panne sur la D113, Juliette gara sa Clio près de l'atelier et poussa la porte vitrée du bureau. Une odeur de cambouis et de café froid l'accueillit. « Bonjour », dit-elle au mécanicien qui levait le nez d'une facture. « J'aurais voulu savoir si vous n'auriez pas dépanné un Mercedes noir hier. Le conducteur avait un problème de surchauffe. » L'homme, la cinquantaine bedonnante, s'essuya les mains sur un chiffon graisseux. « Un Mercedes ? Ouais, je vois. Un type en costard, très énervé, radiateur percé, joint de culasse qui commençait à lâcher. Je lui ai dit qu'il fallait au moins 2 jours de boulot. » Le cœur de Juliette s'accéléra. « Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé quelqu'un. Parlait en anglais, je crois. Ou alors en espagnol. J'y connais rien. Au bout d'1 heure, une dépanneuse est venue chercher la voiture. » Une dépanneuse. « Vous savez laquelle ? » Le mécanicien réfléchit, gratta sa barbe de 3 jours. « Dépannage Lambert, de Montpellier. Je les connais. Ils font dans le haut de gamme. Mercedes, BMW, Audi, pas donné, mais du travail propre. » Juliette nota mentalement. Lambert, coïncidence troublante avec le nom d'emprunt de David, Thierry Lambert. Et le conducteur, il est reparti comment ? Taxi, un taxi de Toulouse. Je crois. Juliette remercia le garagiste et sortit, l'esprit en ébullition. David utilisait donc le nom de Lambert officiellement, au point d'avoir choisi un garage qui portait ce nom.
Il fallait qu'elle contacte ce dépanneur. De retour dans sa voiture, elle appela Henri. « Monsieur Delattre, j'ai du nouveau. » Elle lui raconta sa découverte, à l'autre bout du fil. Henri semblait excité. « Excellente nouvelle. De mon côté aussi. J'ai des informations. Mon contact à la préfecture a retrouvé l'immatriculation. Le Mercedes est au nom de Thierry Lambert, domicilié 45 avenue de la Liberté à Montpellier. Vous avez l'adresse exacte. Oui, mais Juliette, attention, c'est peut-être un piège. Une adresse bidon pour égarer les curieux. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. 2 heures plus tard, Juliette se garait avenue de la Liberté à Montpellier. Le numéro 45 correspondait à un immeuble bourgeois du centre-ville, 6 étages de pierre blonde, balcon en fer forgé, pas le genre d'endroit où on passe inaperçu. Elle fit le tour du pâté de maison, repéra les sorties, les caméras de surveillance, les habitudes du quartier. Puis elle s'installa dans un café d'en face, commanda un café et sortit un livre, jouant la touriste. L'attente commença. À 16h, son téléphone vibra. SMS d'Henri. Contact Côte d'Azur confirmé. Caroline Delattre, propriétaire villa à Antibes sous nom Emma Dubois. Transfert récent, 2,3 millions €. Juliette relut le message 3 fois. Caroline était donc bien sur la Côte d'Azur, sous une fausse identité, avec une fortune considérable. Mais David, lui, vivait à Montpellier sous le nom de Lambert. Ils ne vivaient plus ensemble. Séparation, dispute ou simple stratégie pour brouiller les pistes. À 18h15, un taxi s'arrêta devant l'immeuble. Juliette faillit renverser son café. David en descendit, toujours en costume, mais plus décontracté que lors de leur rencontre sur la route. Il avait l'air de quelqu'un qui rentrait chez lui après une journée de travail normale. Il paya le chauffeur, entra dans l'immeuble. Juliette chronométra. L'ascenseur mit 40 secondes pour remonter. 3e ou 4e étage, estima-t-elle. 10 minutes plus tard. Une lumière s'alluma au 4e étage. Fenêtre donnant sur l'avenue. Appartement de droite. Juliette termina son café, paya et sortit. Elle avait maintenant l'adresse exacte de David, mais elle devait en apprendre plus sur ses habitudes, ses horaires, ses activités. Elle repensa aux documents d'Henri. Avec 50 millions détournés, David ne pouvait pas rester inactif. Il devait blanchir l'argent, l'investir, le faire fructifier. Et pour ça, il avait besoin de contacts, de bureaux, d'une couverture professionnelle. Le lendemain matin, Juliette était de retour avenue de la Liberté à 7h. Elle avait garé sa voiture dans une rue adjacente et surveillé l'immeuble depuis le même café. À 8h30 précise, David sortit, costume gris anthracite, attaché case, allure d'homme d'affaires. Il héla un taxi, donna une adresse que Juliette ne put entendre. Elle courut vers sa voiture, démarra en trombe et réussit à suivre le taxi à distance. Direction, le quartier d'affaires de Montpellier, zone millénaire. Le taxi s'arrêta devant un immeuble de bureaux ultramoderne, tout en verre et acier. David paya, entra dans le building. Juliette se gara et observa la façade. Une dizaine d'entreprises étaient listées sur le panneau d'entrée. Cabinet d'expertise comptable, société de conseil, agences immobilières. Elle nota tous les noms, puis retourna chez Henri pour faire le point. « Brillant », dit le vieil homme en étudiant ses notes. David a reconstitué une identité professionnelle complète. Thierry Lambert, homme d'affaires montpelliérain. Mais que fait-il exactement dans cet immeuble ? Henri réfléchit. Avec son expérience de comptable et les millions à blanchir, je parie qu'il a monté sa propre société de conseil financier. Une couverture parfaite. Il faut que j'en sache plus, que je découvre qui sont ses clients, ses partenaires. Comment vous comptez faire ça ? Juliette hésita, puis prit sa décision. Je vais m'infiltrer. Quoi ? Je vais trouver un moyen de rentrer dans cet immeuble, de me rapprocher de David sans qu'il me reconnaisse. Henri la regarda avec inquiétude. Juliette, c'est de la folie. S'il vous voit, il ne me verra pas. Du moins, pas comme Juliette Renaud, sa ex-femme. Je vais changer d'apparence, inventer une identité. Et comment vous allez entrer dans son bureau ? Juliette sourit. Vous avez déjà entendu parler des entreprises de nettoyage. Le surlendemain, Juliette se présentait au bureau de Net Service, société de nettoyage industriel qui s'occupait entre autres de l'immeuble où travaillait David. Elle avait teint ses cheveux en brun foncé, changé sa coiffure et portait l'uniforme réglementaire. Pantalon bleu marine, polo blanc,
Chaussures de sécurité. Vous avez déjà fait du nettoyage de bureau ? Demanda la responsable, une femme pressée d'une quarantaine d'années. Oui, dans une petite entreprise à Toulouse, mentit Juliette. Je viens de déménager à Montpellier. Parfait. On cherche quelqu'un pour l'équipe de nuit de l'immeuble millénaire. 20h, minuit. Du lundi au vendredi, ça vous va. Parfaitement. 3 jours plus tard, Juliette poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs de l'immeuble où travaillait David. Elle portait des lunettes de vue sans correction et une casquette qui dissimulait en partie son visage. Premier objectif, identifier le bureau de David Thierry Lambert. Elle étudia le plan d'étage. 4e niveau, Lambert Consulting, conseil en gestion patrimoniale, bureau 4C. Juliette sentit son cœur battre plus fort. Elle allait pénétrer dans l'univers secret de David, découvrir ce qu'il était devenu, comment ils vivaient avec leur argent volé. À 21h, les bureaux étaient vides. Juliette se dirigea vers le 4C, sortit son passe universel de femme de ménage. La porte s'ouvrit sur un bureau spacieux, moderne, avec vue sur le centre-ville de Montpellier. Elle alluma sa lampe de poche, balaya l'espace du regard. Un bureau en acajou, 2 écrans d'ordinateur, des bibliothèques garnies de dossiers, au mur, des diplômes au nom de Thierry Lambert, expertise comptable, gestion de patrimoine, formation en investissement offshore, tous faux, évidemment. Juliette s'approcha du bureau, photographia discrètement les documents visibles, des contrats avec des clients, des relevés de comptes à l'étranger, des projets d'investissement immobilier. Dans un tiroir entrouvert, elle découvrit un carnet d'adresses, des noms, des numéros de téléphone, des rendez-vous notés à la main, et là, à la lettre C, Caroline, Villa Les Mimosas, Antibes, 06666. Juliette photographia la page, le cœur battant. David était donc toujours en contact avec Caroline. Leur séparation géographique n'était qu'une façade. Elle continua sa fouille méthodique, photographiant tout ce qui pouvait servir de preuve. Factures, contrats, correspondances. Peu à peu, elle reconstituait l'empire financier que David avait bâti avec l'argent volé. Hôtel de luxe sur la Côte d'Azur, société offshore aux Caïmans, placement en Suisse, un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent qui brassait des millions. À 23h45, elle avait terminé sa collecte. 3 mois d'infiltration s'annonçaient. 3 mois pour rassembler assez de preuves et coincer enfin David et Caroline. En sortant de l'immeuble, Juliette croisa son reflet dans une vitrine. Cette femme aux cheveux bruns, fatiguée, en uniforme de nettoyage, c'était elle. Juliette Renaud était vraiment morte sur la D113. À sa place était née une chasseuse patiente et déterminée. La proie ne se doutait de rien. Le piège commençait à se refermer. 3 mois que Juliette menait cette double vie épuisante entre ses courses de camionneuse le jour et son infiltration nocturne dans l'immeuble millénaire. 3 mois à collecter méticuleusement chaque document, chaque preuve, chaque indice qui pourrait confondre David et Caroline. Son téléphone vibrait constamment avec les messages d'Henri, qui coordonnait leurs recherches depuis Toulouse. Ensemble, ils avaient reconstitué un empire financier tentaculaire. 17 sociétés écrans, des comptes dans 8 pays différents, un patrimoine immobilier estimé à plus de 80 millions d'euros. Mais ce soir-là, Juliette n'était pas dans l'immeuble de bureau. Elle se trouvait dans un hôtel particulier d'Antibes, vêtue d'un uniforme de serveuse, un plateau à la main, évoluant discrètement parmi les invités d'une soirée mondaine. L'occasion s'était présentée 1 semaine plus tôt. En fouillant le bureau de David, elle avait découvert une invitation gravée sur papier épais. Caroline Dubois vous convie à l'inauguration de sa galerie d'art, Villa Les Mimosas, Antibes. La date correspondait exactement à celle notée dans le carnet de David. Henri avait mobilisé ses derniers contacts pour que Juliette intègre l'équipe de service de l'événement. « C'est risqué », avait-il prévenu. « Si Caroline vous reconnaît, elle ne me reconnaîtra pas », avait répondu Juliette avec assurance. « Je n'étais qu'une petite bourgeoise effacée à l'époque. Et puis, regardez-moi maintenant. » C'était vrai. 3 mois de travail physique intense, de stress permanent et de nuits blanches avaient transformé Juliette. Elle avait perdu 10 kilos. Ses traits s'étaient durcis, ses cheveux teints en noir contrastaient avec son teint hâlé. Même ses propres filles la taquinaient sur son look de rebelle. La villa Les Mimosas était un écrin de luxe face à la Méditerranée. Architecture moderne,
Jardins paysagers, piscines à débordement et terrasses en cascade. L'argent volé avait été bien employé. Caroline Dubois, née de Lattre, évoluait parmi ses invités comme une reine dans son château. Elle avait changé, elle aussi, plus mince, visage lifté, cheveux blonds platine impeccablement coiffés. Elle portait une robe de soirée qui devait coûter plus que le salaire annuel de Juliette. « Champagne, madame !» Juliette s'approcha d'un groupe de femmes élégantes qui bavardèrent près de la piscine. Caroline était au centre, racontant l'histoire d'un tableau abstrait qu'elle venait d'acquérir. 15 000 €, mes chéris, mais vous avez vu cette texture, cet artiste va exploser, j'en suis certaine. Ses amis l'écoutaient avec déférence. Caroline Dubois était visiblement devenue une figure respectée de la jet-set antiboise. Juliette servait discrètement, l'oreille tendue. Mais Caroline ne parlait que d'art, de voyage, de mondanité. Rien sur son passé, rien sur David. À 22h, la plupart des invités étaient repartis. Seuls restaient une dizaine de personnes, visiblement les plus proches amies de Caroline. L'alcool coulait à flot, les langues se déliaient. Juliette débarrassait les coupes vides quand elle entendit une femme rousse aux bijoux voyants interpeller Caroline. « Ma chérie, tu ne nous as toujours pas dit comment tu as fait fortune si vite. Il y a 5 ans, tu étais mariée à ce pauvre Henri. Et maintenant, tout ça. » Elle désigna la villa d'un geste large. Caroline eut un rire cristallin, but une longée gorgée de champagne. « Les affaires, ma belle. J'ai eu du flair, c'est tout. Allez, raconte. Nous sommes entre amis. » Juliette ralentit ses gestes. Faisant semblant de nettoyer méticuleusement les tables pour rester à portée de voix, Caroline regarda autour d'elle, s'assura que les serveurs étaient suffisamment loin, puis se pencha vers ses amis avec un air de conspiratrice. « Bon, puisque vous insistez, vous voulez vraiment savoir. Un concert de oui ?» Enthousiaste lui répondit. Juliette sentit son cœur s'accélérer. Elle sortit discrètement son téléphone, lança l'application d'enregistrement. « J'étais mariée à Henri », commença Caroline, la voix légèrement pâteuse. « Un homme bien, mais tellement ennuyeux, et pauvre, relativement parlant. Sa petite entreprise de BTP, c'était correct, mais pas de quoi se payer ça. » Elle désigna de nouveau la villa. « Et puis j'ai rencontré David, un comptable de l'entreprise d'Henri, discret, efficace, et surtout, malléable. » Juliette serra les dents, continuant à essuyer méthodiquement les mêmes verres. David était marié aussi, avec une petite souris sans intérêt. Juliette, je crois, le genre de femme qui fait des tartes le dimanche et qui s'extasie devant les catalogues de meubles Ikea. Les rires fusèrent. Juliette sentit ses joues s'empourprer de rage, mais se força à rester impassible. J'ai séduit David, évidemment. Ce n'était pas difficile. Le pauvre garçon n'avait jamais rien connu d'autre que sa banlieue toulousaine. Je l'ai emmené dans des palaces. Je lui ai fait découvrir le grand luxe. Et alors, Caroline vida sa coupe, en réclama une autre d'un geste impérieux. Alors je lui ai proposé un marché. Henri brassait beaucoup d'argent dans sa société. Beaucoup plus qu'il ne le pensait lui-même, il suffisait d'être créatif avec la comptabilité. Tu lui as fait voler son propre mari. Ce n'était pas du vol, protesta Caroline avec une pointe d'agacement. C'était de la redistribution. Henri ne savait pas profiter de sa richesse, moi, si. Une blonde en robe Chanel se pencha vers elle. Mais comment vous avez fait pour disparaître ? Il y a eu une enquête. Non, Caroline sourit, visiblement fière de son coup. Ça, c'était le plus beau. On a organisé la mort de David. Un faux accident de voiture. Il a plongé dans la Garonne. Mais bien sûr, il était déjà loin quand les secours sont arrivés. Et toi ? Moi ? J'ai joué la veuve et pleuré pendant 6 mois. Je consolais même la vraie veuve de David, cette pauvre Juliette, qui pleurait toutes les larmes de son corps. Nouveaux éclats de rire. Juliette avait envie de vomir. Et après, j'ai quitté Henri en prétextant une dépression, direction la Côte d'Azur avec David et nos 50 millions bien au chaud aux Caïmans. Une des femmes siffla d'admiration. 50 millions, mais c'est énorme. Le fruit de 2 années de travail, dit Caroline avec fierté. David était doué pour la technique. Moi, j'avais la vision d'ensemble. Et vous vivez toujours ensemble. Le visage de Caroline se durcit imperceptiblement. David est compliqué, il a des remords. Parfois, il pense encore à sa petite famille. Alors, on a préféré prendre un peu de distance. Lui est à Montpellier, moi ici, mais on se coordonne pour les affaires.
Quel remords. Vous vous en foutez de ces gens. Caroline haussa les épaules. Moi, oui, mais David est faible, sentimental. C'est pour ça que... Elle s'arrêta net, comme si elle avait failli dire quelque chose d'important. Que quoi? Insista la rousse aux bijoux. Caroline regarda autour d'elle, puis se pencha encore plus près de ses amis. Que je vais bientôt me débarrasser de lui, chuchota-t-elle. Silence stupéfait. Te débarrasser comment? Comme je me suis débarrassée d'Henri, mais en plus définitif cette fois. David devient un boulet, il boit trop, il parle trop, il risque de nous faire repérer, et puis, j'en ai marre de partager. Caroline, tu ne peux pas être sérieuse? Bien sûr que si. David a rempli son rôle. Maintenant, il m'encombre. Dans quelques mois, il aura un petit accident, une noyade. Peut-être. Il aimait bien l'eau, notre David. Elle rit de son propre trait d'humour macabre. Et vous en serez débarrassé définitivement. Pour toujours, plus de David, plus de témoins gênants, plus de partage. 86 millions rien que pour moi. Juliette faillit lâcher le plateau qu'elle tenait. Caroline prévoyait d'assassiner David. Vraiment assassiner, cette fois, malgré toute la haine qu'elle éprouvait pour son ex-mari. Elle ne pouvait pas le laisser mourir, mesdames, dit-elle en s'approchant avec un sourire professionnel. La cuisine ferme. Puis-je vous proposer un dernier service? Caroline la regarda distraitement, hocha la tête. Non merci, ma fille, nous avons terminé. Juliette débarrassa les dernières coupes et se dirigea vers la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Dans sa poche, son téléphone avait tout enregistré. Les aveux complets de Caroline, le vol, l'organisation de la fausse mort de David, et maintenant ses projets de meurtre, elle tenait enfin sa confession complète. Mais elle avait aussi découvert quelque chose d'inattendu. Malgré tout ce que David lui avait fait subir, elle ne pouvait pas le laisser mourir. Il fallait qu'elle l'avertisse. Et vite, le train de nuit Nice-Montpellier filait dans l'obscurité. Juliette, recroquevillée sur son siège en seconde classe, n'arrivait pas à fermer l'œil. L'enregistrement de Caroline tournait en boucle dans sa tête, chaque mot résonnant comme un glas. Dans quelques mois, il aura un petit accident. Elle avait quitté Antibes dans la précipitation, prétextant une urgence familiale auprès de l'agence de service. Maintenant, à 3 heures du matin, elle regardait défiler les lumières des villes endormies, en se demandant si elle n'était pas en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie, sauver David, l'homme qui l'avait trahi, abandonné, qui avait privé ses filles de leur père pendant 7 ans, l'homme qui coulait des jours heureux avec l'argent volé pendant qu'elle s'usait la santé sur les routes de France. Et pourtant, Juliette ferma les yeux, laissa remonter les souvenirs qu'elle avait si soigneusement enfouis. David riant aux éclats en regardant Maëva et Lola faire leurs premiers pas dans le jardin. David préparant le petit déjeuner le dimanche matin, chantonnant faux en retournant les crêpes. David la serrant contre lui pendant les orages, quand elle avait peur du tonnerre. Cet homme-là avait-il vraiment existé? Ou n'était-ce qu'une façade, déjà au service des projets criminels de Caroline? « Maman, tu vas bien ?» Juliette sursauta. En face d'elle, une jeune femme de l'âge de ses filles la regardait avec inquiétude. « Oui, pardon, juste fatiguée. Vous pleurez ?» constata gentiment l'inconnu. Juliette porta la main à ses joues. Elles étaient effectivement humides. Quand avait-elle commencé à pleurer? « C'est compliqué, » murmura-t-elle. La jeune femme hocha la tête avec compassion et retourna à son livre, respectant sa douleur. Juliette se moucha discrètement, essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées. La vérité, c'est qu'elle n'arrivait plus à haïr David complètement. Bien sûr, elle lui en voulait terriblement. Mais entre la trahison et l'assassinat, il y avait un abîme qu'elle ne pouvait pas franchir. Et puis, il y avait Maëva et Lola. Comment leur expliquer plus tard qu'elle aurait pu empêcher la mort de leur père et qu'elle avait choisi de ne rien faire? Comment vivre avec ça? Non, Caroline pouvait aller au diable. Mais David ne mourrait pas. Pas si elle pouvait l'empêcher. Le train arriva en gare de Montpellier à 6h15. Juliette attrapa un taxi et donna l'adresse de l'avenue de la Liberté. Il fallait qu'elle intercepte David avant qu'il parte au bureau, qu'elle le mette en garde sans révéler son identité. À 7h, elle était planquée dans le café d'en face, comme 3 mois plus tôt. Cette fois, elle portait un jean et un blouson de cuir, des lunettes noires et une casquette. Look de motarde, anonyme et passe-partout, à 8h30 précise, David sortit de l'immeuble, même routine, même costume, même attaché-case,
Mais Juliette remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Il avait l'air fatigué, tendu, ses épaules étaient voûtées, ses gestes moins assurés. Elle le suivit à distance jusqu'à la station de taxi, monta dans la voiture suivante. « Vous suivez le taxi de devant ?» dit-elle au chauffeur. L'homme, un maghrébin d'une 50aine d'années, la regarda dans le rétroviseur. « Vous êtes flic, détective privé ?» mentit Juliette. « Adultère banal. » Le chauffeur hocha la tête avec compréhension et démarra. Comme prévu, David se fit déposer devant l'immeuble millénaire. Juliette paya sa course et le suivit dans le hall, gardant ses distances. L'ascenseur l'emmena au 4e étage. Maintenant, le plus difficile. L'aborder sans qu'il la reconnaisse. Juliette attendit 1 heure, puis poussa la porte de Lambert Consulting. La secrétaire, une jeune femme d'une 20aine d'années, leva le nez de son ordinateur. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Lambert. »« Ah, je ne vois rien dans l'agenda. C'est un rendez-vous informel, » dit Juliette en baissant la voix. « Pour une affaire délicate. Il m'attend. » La secrétaire hésita, puis décrocha son téléphone. « Monsieur Lambert, il y a une dame qui dit avoir rendez-vous avec vous. »« Oui, très bien. » Elle raccrocha. « Il va vous recevoir. Bureau du fond. » Juliette traversa l'open space. Le cœur battant, dans quelques secondes, elle allait se retrouver face à face avec David. 7 ans après leur dernière vraie conversation, elle frappa à la porte du bureau directorial. « Entrez !» David était assis derrière son bureau en acajou. Dos à la fenêtre, il leva les yeux vers elle, et Juliette vit immédiatement qu'il ne la reconnaissait pas. 7 ans, le changement de couleur de cheveux, la perte de poids, et les lunettes noires faisaient leur effet. « Asseyez-vous », dit-il poliment. « En quoi puis-je vous aider ?» Juliette s'installa dans le fauteuil en face de lui, étudia discrètement l'homme qu'il était devenu, plus mince lui aussi, visage creusé, quelques rides nouvelles, mais surtout, quelque chose dans le regard, une fatigue, une tristesse qu'elle ne lui connaissait pas. « Monsieur Lambert », commença-t-elle en déguisant légèrement sa voix. « Je viens vous avertir d'un danger. » David fronça les sourcils. « Quel genre de danger ? Votre associée, Caroline Dubois, elle prépare quelque chose contre vous. » L'effet fut immédiat. David se raidit, ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne connais aucune Caroline Dubois. »« Bien sûr que si, » dit doucement Juliette. « Caroline Delattre, devenue Caroline Dubois, votre complice depuis des années. » David se leva brusquement, contourna le bureau. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » ?»« Je veux vous sauver la vie. » Juliette ôta ses lunettes noires, le regarda droit dans les yeux. « Caroline prépare votre mort, David. Elle en a marre de partager. Elle veut tout garder pour elle. C'est impossible. Caroline vous a déjà tué 1 fois. Symboliquement, la prochaine fois, ce sera pour de vrai. » David s'affala dans son fauteuil, soudain très pâle. « Comment savez-vous tout ça ?» Juliette hésita. Jusqu'où pouvait-elle aller sans révéler qui elle était ? « J'ai mes sources. L'important, c'est que vous soyez en danger. Caroline l'a dit clairement. Dans quelques mois, vous aurez un accident, une noyade, probablement. » David porta les mains à son visage, les épaules secouées par un tremblement silencieux. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour la première fois depuis des mois, Juliette ressentit quelque chose qui ressemblait à de la pitié pour lui. « Vous pouvez encore réparer ?» dit-elle doucement. « Il n'est pas trop tard. » David releva la tête, et elle fut frappée par l'expression de son visage. Ce n'était plus l'homme confiant qu'elle avait aperçu sur la D113. C'était un homme brisé, rongé par la culpabilité. Réparer quoi ? J'ai détruit ma famille, ruiné Henri Delattre, volé des millions. Comment est-ce qu'on répare ça ? En disant la vérité, en témoignant contre Caroline. Elle me tuera avant. Pas si vous prenez les devants. Pas si vous vous mettez sous protection policière. David se leva, marcha vers la fenêtre. Montpellier s'étendait sous le soleil de midi, paisible et prospère. « Vous ne comprenez pas, » dit-il sans se retourner. « Caroline, c'est ma drogue. Elle m'a fait découvrir un monde que je n'aurais jamais imaginé. Le luxe, l'argent facile, le pouvoir. J'ai tout quitté pour ça. » « Vous avez quitté votre famille ? » ?»« Oui. » Sa voix se brisa légèrement. « Mes filles, elles ont quel âge maintenant ?» Juliette sentit sa gorge se serrer.
15 ans, elles vont au lycée, elles sont brillantes. Et Juliette survit, elle conduit des camions pour nourrir ses filles. David se retourna brusquement. Des camions? Mais pourquoi? L'assurance? La maison? L'assurance n'a rien payé. Circonstances suspectes. Vous vous souvenez? Et la maison a été saisie. Juliette a tout perdu. David vacilla, s'appuya contre la fenêtre. Je ne savais pas. Caroline m'avait dit que l'assurance... Caroline vous a menti, comme elle ment depuis le début. Un long silence s'installa. Juliette observait David. Cherchait dans ses traits l'homme qu'elle avait aimé. Il était encore là, quelque part sous les couches de cynisme et de culpabilité. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-il finalement. « Que vous choisissiez entre votre peau et votre conscience, entre Caroline et la rédemption ?» David ferma les yeux, sembla réfléchir intensément. « Si je témoigne, si je balance tout, Caroline ne sera pas la seule à tomber. Je risque la prison à vie. Vous risquez surtout la mort si vous ne faites rien. Et mes filles, comment leur expliquer que leur père est un voleur et un menteur ?» Juliette se leva, s'approcha de lui, en leur disant que leur père a eu le courage de dire la vérité, qu'il a choisi la justice plutôt que la lâcheté. David la regarda longuement, et pendant un instant, Juliette crut qu'il allait la reconnaître. « Mais non, il faut que je réfléchisse. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Caroline ne va pas attendre éternellement. » Juliette remit ses lunettes noires, se dirigea vers la porte. « Je reviendrai demain pour votre réponse. » « Choisissez bien, David. C'est peut-être votre dernière chance. » En sortant de l'immeuble, Juliette tremblait de tous ses membres. Elle venait de passer 20 minutes en tête-à-tête avec l'homme qui avait brisé sa vie. Et elle l'avait presque plein. Presque. Le téléphone de Juliette vibra à 6 heures du matin. Henri Delattre, l'air surexcité. « Juliette, la police est d'accord. Le commandant Moreau veut vous rencontrer dans 2 heures. Vous avez l'enregistrement ? » « Je l'ai, » répondit-elle en s'étirant dans le lit de sa chambre d'hôtel montpelliéraine. « Et David ? Aucune nouvelle depuis hier. »« Non, je retourne le voir ce matin pour sa réponse. Soyez prudente. Si Caroline a des soupçons... » Juliette raccrocha et se prépara rapidement. Aujourd'hui, tout se jouait. Soit David acceptait de coopérer et l'affaire se bouclait proprement, soit il refusait, et elle devrait se contenter des preuves accumulées ces 3 derniers mois. Le commandant Sylvie Moreau l'attendait dans un café discret près de la gare de Toulouse. Femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts, poivre et sel, regard perçant derrière des lunettes fines. Elle étudia longuement les documents que Juliette et Henri avaient rassemblés. « Impressionnant, admit-elle finalement. Vous avez fait un travail de fourmi, mais sans David Renaud qui confirme, ça reste des indices. » Et avec l'enregistrement de Caroline, Sylvie Moreau réécoutait pour la 3e fois la confession d'Antibes. C'est très compromettant, mais un bon avocat pourrait plaider l'ivresse, la vantardise entre copines, il nous faut du concret. David va parler, assura Juliette avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. Vous en êtes certaine? Il a peur, et il a des remords. Je l'ai vu hier, il est au bout du rouleau. Le commandant referma le dossier. Bon, si David Renaud accepte de témoigner, nous lançons l'opération. Nous avons déjà surveillé les comptes offshore, identifié les sociétés écrans. Il ne nous manque que la confession en direct. Et pour Caroline, avec votre enregistrement et le témoignage de David, nous avons de quoi l'interpeller, mais il faut faire vite. Si elle sent le vent tourner... Juliette hocha la tête. Caroline était suffisamment intelligente pour avoir prévu des issues de secours. 2 heures plus tard, elle était de retour dans le bureau de David. Cette fois, il l'attendait. Il avait l'air d'avoir passé une nuit blanche, les traits tirés, les mains tremblantes. « J'ai réfléchi », dit-il avant même qu'elle s'assoie. « Si je témoigne, si je dis tout, qu'est-ce que j'y gagne ? La vie, répondit simplement Juliette. Et combien d'années de prison ? Moins qu'en restant le complice de Caroline, et peut-être une forme de rédemption. » David se leva, marcha vers sa bibliothèque. Il décrocha un cadre photo que Juliette n'avait pas remarqué lors de ses précédentes visites nocturnes. C'était une photo de Maëva et Lola à 8 ans. Le jour de leur communion, il l'avait gardée pendant toutes ces années. « Elle me manque », murmura-t-il. « Chaque jour, chaque nuit. Alors donnez-leur un père dont elles pourront être fières. » David reposa le cadre. Se retourna vers elle. « Caroline va essayer de me tuer si je la trahis. Caroline va vous tuer de toute façon. Vous l'avez entendu vous-même. »« Comment ça, moi-même ?» Juliette sortit son téléphone, fit écouter quelques secondes de l'enregistrement d'Antibes,
David devint livide. Où avez-vous eu ça? Peu importe, l'important, c'est que vous entendez ses propres mots. Pour Caroline, vous êtes devenu un boulet. Elle va vous éliminer. David s'effondra dans son fauteuil. Mon Dieu, elle le pense vraiment. Elle l'a planifié, comme elle a planifié votre fausse mort il y a 7 ans. Un long silence. Puis David releva la tête. Et Juliette vit quelque chose changer dans son regard. Une résolution nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous allez appeler Caroline, lui proposer un rendez-vous pour parler affaires. La police enregistrera tout. Elle va se méfier. Pas si vous lui parlez d'un nouveau projet. D'un gros coup à faire. Caroline ne peut pas résister à l'appât du gain. David réfléchit, puis hocha la tête. D'accord, mais je veux des garanties. Protection policière, réduction de peine. Le commandant Moreau vous expliquera tout ça. Elle vous attend. 3 heures plus tard, David était dans les bureaux de la brigade financière, un micro-cravate dissimulé sous sa chemise. Le plan était simple. Il devait convaincre Caroline de le retrouver au restaurant du Martinez à Cannes. Leur lieu de rendez-vous habituel, la police infiltrerait l'établissement. Surtout, amenez-la à parler du passé, insista Sylvie Moreau. Nous avons besoin qu'elle confirme les détournements, qu'elle évoque la fausse mort. Et si possible, ses projets pour vous? David composa le numéro de Caroline d'une main tremblante. Caroline, c'est David. Oui, je sais qu'on ne devait pas se parler. Non, écoute, j'ai quelque chose d'important. Un projet énorme. 100 millions minimum. Non, pas au téléphone. Cannes, au Martinez, dans 2 heures. Fais-moi confiance. Il raccrocha, essuya la sueur de son front. Elle vient, mais elle était méfiante. C'est normal, dit le commandant. Nous serons là, n'oubliez pas. Faites-la parler du passé. Le restaurant du Martinez offrait une vue imprenable sur la Croisette. À 19h, Caroline fit son entrée. Élégante dans un tailleur Chanel blanc, elle avait gardé ses habitudes de luxe, remarqua Juliette, planquée 3 tables plus loin avec un livre et des lunettes de soleil. Caroline s'installa face à David, commanda immédiatement du champagne. Leur retrouvaille semblait cordiale, mais Juliette percevait la tension sous-jacente. « Alors, » dit Caroline après avoir trinqué, « ce projet mystérieux, un hôtel au Maroc. » Mentit David. « Le gouvernement privatise. On peut acheter pour 10 millions et revendre 4 fois plus cher en 2 ans. » Les yeux de Caroline brillèrent d'intérêt. « 10 millions. Nous avons ça en liquide. Facilement. Tu te souviens de ce qu'on a planqué au Caïman après l'affaire de l'âtre ?» Première prise, Caroline hocha la tête. « Bien sûr. 50 millions. Plus les intérêts. Henri ne s'est jamais douté de rien. Le pauvre. Emma, ma disparition s'est bien passée. Personne n'a jamais soupçonné que j'étais vivant. » Caroline rit. « Comment aurait-il pu... Ta propre femme t'a pleuré aux obsèques. Cette idiote de Juliette était tellement convaincante. » Deuxième prise. David continuait, encouragé par le commandant Moreau qui lui faisait des signes discrets depuis le bar. « Parfois j'ai des remords, dit-il. Juliette, les filles. » Le visage de Caroline se durcit. « David, on en a déjà parlé. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as choisi cette vie, assume. Je sais, mais rien. » Caroline se pencha vers lui, baissa la voix. « Écoute-moi bien, tu recommences à déprimer comme l'année dernière, et ça va mal finir. » « Comment ça ? Tu le sais très bien, on a déjà discuté de ta retraite anticipée. » David pâlit. « Caroline, tu ne parles pas sérieusement. Bien sûr que si, tu bois trop. Tu deviens un risque. Et franchement, après 7 ans, j'en ai marre de te porter. Il est temps qu'on se sépare définitivement. Tu veux dire, un petit accident ? En mer, par exemple, tu as toujours aimé naviguer, une chute par-dessus bord, un peu d'alcool dans le sang pour expliquer. L'enquête conclura au suicide d'un homme rongé par la culpabilité. » David se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu es complètement folle. Assieds-toi, » siffla Caroline. « Tu fais un esclandre. » Mais c'était trop tard. Aux tables voisines, les clients de la brigade financière se levaient discrètement. Le commandant Moreau s'approchait, sa carte à la main. « Caroline Dubois, née de Lattre, police judiciaire, vous êtes en état d'arrestation. » Caroline regarda autour d'elle, comprit immédiatement. Son regard se posa sur David, puis sur Juliette qui venait d'ôter ses lunettes de soleil. « Salope !» cracha-t-elle. « Tu nous as piégés. » Mais elle ne s'adressait pas à Juliette. Elle fixait David avec une haine pure. « David Renaud,
continua le commandant. Vous aussi, vous êtes en arrestation, mais vous bénéficiez du statut de témoin protégé. Caroline se débattait pendant qu'on lui passait les menottes. David, tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. David la regarda une dernière fois, et Juliette vit toute l'illusion s'effondrer dans ses yeux. Tu allais me tuer, Caroline, comme tu as tué symboliquement ma famille, ta précieuse famille, Caroline ricana. Regarde qui t'a piégé, David. Ta chère Juliette était là depuis le début. Elle désigna Juliette du menton. David se retourna, la vit pour la première fois sans déguisement. La reconnaissance fut immédiate et totale. 7 ans s'effacèrent en une seconde. Juliette, murmura-t-il. Bonjour David, dit-elle simplement. Il était temps qu'on se reparle. 18 mois plus tard, le palais de justice de Toulouse bourdonnait d'activité en ce matin de mars. Les caméras de télévision s'entassèrent devant les marches. Les journalistes tendèrent leurs micros vers toute personne susceptible de faire une déclaration. L'affaire Delattre-Renault avait captivé l'opinion publique. 50 millions d'euros détournés, une mort simulée, une veuve qui conduisait des camions pendant que son mari coulait des jours heureux sur la Côte d'Azur, Juliette gravit les marches du palais. Ignorant les flashs et les questions criées, elle portait un tailleur noir sobre. Ses cheveux avaient retrouvé leur couleur châtain naturelle. À ses côtés, Maëva et Lola, désormais âgées de 17 ans, la soutenaient discrètement. Les jumelles avaient grandi, physiquement et mentalement, depuis qu'elles connaissèrent la vérité sur leur père. « Maman, ça va aller », murmura Maëva en serrant la main de sa mère. « On est avec toi », ajouta Lola. Juliette leur sourit. Ses filles avaient été remarquables de maturité quand elle leur avait tout expliqué. Après le choc initial, elles avaient choisi de la soutenir plutôt que de s'apitoyer sur le mensonge de leur enfance. Henri Delattre les attendait dans le hall, accompagné de son avocat. Le vieil homme avait repris des couleurs depuis que justice était en marche. Sa société, récupérée grâce aux restitutions ordonnées par le juge d'instruction, tournait de nouveau correctement. « Juliette, » dit-il en la serrant dans ses bras, « vous êtes prête, autant qu'on peut l'être. » Ils pénétrèrent dans la salle d'audience bondée, au premier rang, la presse nationale et internationale. Derrière, des curieux, des soutiens, quelques anciens employés de Delattre Construction venus témoigner leur solidarité à Henri. Juliette prit place sur le banc des parties civiles, face au box des accusés encore vide. Dans quelques minutes, elle allait revoir David et Caroline pour la première fois depuis leur arrestation à Cannes, le président de la cour. Un homme d'une 60aine d'années à la barbe blanche soigneusement taillée fit son entrée. L'audience commença par l'appel des prévenus. Caroline apparut d'abord, encadrée par 2 gendarmes. 18 mois de détention provisoire l'avaient transformée. Ses cheveux blonds avaient poussé, révélant des racines grises. Son teint hâlé avait disparu, remplacé par la pâleur carcérale. Elle portait un ensemble sombre bon marché, loin des griffes luxueuses d'autrefois. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard, dur, froid, dénué de tout remords. Caroline balaya la salle d'audience avec hauteur, s'arrêta un instant sur Juliette avec une expression de pur mépris. David entra ensuite, et Juliette sentit son cœur se serrer malgré elle. Il avait vieilli, beaucoup vieilli. Ses cheveux étaient devenus presque blancs, son visage creusé par la culpabilité. Il gardait les yeux baissés, évitant soigneusement de regarder vers les parties civiles. « Caroline Delattre, née Caroline Moreau, » commença le président. « Vous comparaissez pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, blanchiment d'argent et tentative d'assassinat. David Renault, vous comparaissez pour les mêmes chefs d'accusation, excepté la tentative d'assassinat. La lecture de l'acte d'accusation prit 20 minutes. 50 millions d'euros détournés, 17 sociétés écrans créées, des comptes dans 8 paradis fiscaux, une mise en scène dramatique pour simuler la mort de David. L'ampleur du système impressionnait même les magistrats habitués aux affaires financières complexes. Le procureur de la République, une femme d'âge mûr au verbe incisif, prit la parole pour son réquisitoire. « Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes face à l'une des escroqueries les plus sophistiquées de ces dernières années. Mais au-delà des aspects techniques, c'est une histoire profondément humaine qui se joue ici, l'histoire de vie brisée par la cupidité et l'égoïsme. » Elle se tourna vers Caroline. L'accusée Caroline Delattre a orchestré méthodiquement la ruine de son mari. Henri Delattre, homme qui l'avait épousée par amour et lui avait offert une vie confortable, elle a séduit David Renault,
père de famille sans histoire, pour en faire son complice. Ensemble, ils ont organisé un stratagème d'une froideur saisissante. Le procureur détailla ensuite les preuves. Les enregistrements de Juliette, les documents saisis lors des perquisitions, les témoignages des employés corrompus, chaque élément était accablant. Mais le plus grave, continua-t-elle, c'est que Caroline Delattre n'était pas satisfaite de son forfait. Les enregistrements le prouvent. Elle planifiait d'assassiner David Renaud pour récupérer l'intégralité du butin. Heureusement, la vigilance et le courage de Juliette Bernard ont permis d'éviter le pire, quand vint le tour de la défense. L'avocat de Caroline, un pénaliste réputé, tenta de minimiser la culpabilité de sa cliente. « Ma cliente a certes commis des erreurs », plaida-t-il, mais elle était sous l'influence psychologique de David Renaud. Homme plus âgé et plus expérimenté en matière financière, Caroline Delattre était une femme fragile, déçue par son mariage, qui s'est laissée entraîner dans un engrenage qu'elle ne contrôlait plus. Caroline se leva pour s'exprimer. Sa voix était claire, assurée, dénuée de toute émotion. « Monsieur le Président, je reconnais avoir commis certains actes répréhensibles, mais je conteste formellement les accusations de tentative d'assassinat. Les propos rapportés par l'enregistrement clandestin de Madame Bernard étaient des plaisanteries de mauvais goût. Rien de plus. » Elle se tourna vers Juliette. « Quant à cette femme qui se pose en victime, qu'elle assume sa part de responsabilité. Si son mari l'a quittée, c'est peut-être qu'elle ne savait pas le retenir. » Un murmure scandalisé parcourut la salle. Maëva et Lola se levèrent à demi, mais Juliette les retint d'un geste. L'avocat de David adopta une stratégie différente. Son client avait coopéré avec la justice, fourni des preuves décisives, exprimé des remords sincères. David Renaud était un homme sans histoire avant de rencontrer Caroline Delattre, expliqua-t-il. Comptable consciencieux, père de famille aimant, il a été séduit et manipulé par une femme rompue aux techniques de manipulation. Ses remords sont réels. Sa collaboration avec la justice a été totale. David se leva à son tour, la voix brisée par l'émotion. « Monsieur le Président, je voudrais d'abord demander pardon à Henri Delattre, homme intègre que j'ai trahi par faiblesse et cupidité. » Il se tourna vers Henri, qui hocha la tête gravement. « Je voudrais ensuite m'excuser auprès de mes filles, Maëva et Lola, qui ont grandi sans père à cause de mes choix égoïstes. J'espère qu'un jour, elles pourront me pardonner. » Sa voix se brisa complètement quand il regarda Juliette. « Et enfin, je voudrais dire à Juliette, à la femme que j'ai aimée et que j'ai trahie de la façon la plus lâche qui soit, que je mesure chaque jour l'ampleur de ma faute. Elle était une épouse parfaite, une mère exemplaire. Si elle a dû conduire des camions pour nourrir nos enfants pendant que je menais grand train, c'est entièrement ma faute. Je ne mérite ni son pardon ni celui de mes filles. Mais je voulais qu'elle sache que pas un jour ne passe sans que je regrette mes actes. » David se rassit, les épaules secouées de sanglots silencieux. Dans la salle, plusieurs jurés essuyaient discrètement leurs yeux quand vint le tour des parties civiles. Juliette se leva. Elle avait longuement préparé ce moment, réfléchi à ce qu'elle voulait dire, mais face à David effondré, ces mots préparés lui semblaient soudain inadéquats. « Monsieur le Président, » commença-t-elle d'une voix ferme, « j'ai passé 7 ans à pleurer un homme qui coulait des jours heureux ailleurs. 7 ans à élever seules mes filles, en leur mentant sur leur père. 7 ans à me demander ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. » Elle marqua une pause, chercha David du regard. Il la fixait, les yeux rougis. « Aujourd'hui, je sais que je n'ai rien fait de mal, que David a fait ses choix en toute connaissance de cause, qu'il a préféré l'argent et le luxe à sa famille. » Sa voix se durcit. « Mais je sais aussi que Caroline Delattre était le véritable cerveau de cette opération. C'est elle qui a séduit mon mari, qui a orchestré le vol, qui a organisé la mise en scène. C'est elle qui voulait assassiner David quand il devenait gênant. » Juliette se tourna vers Caroline, qui la regardait avec défi. « Cette femme n'a détruit pas seulement des vies, elle a détruit la confiance de mes filles en l'amour, ma foi en la justice, la croyance d'Henri Delattre en la nature humaine. Pour cela, il n'existe pas de pardon possible. » Elle se rassit sous les applaudissements contenus de la salle. Henri Delattre témoigna ensuite, évoquant avec dignité la trahison de sa femme et de son employé, la ruine de son entreprise. Ces années de solitude et de honte, après 3 jours de débat, le jury se retira pour délibérer. L'attente fut longue, tendue. Juliette, Henri et les jumelles patientèrent dans un café proche du palais,
Échangeant peu de mots, à 18h, ils furent rappelés pour le verdict: Caroline Delattre, 30 ans de réclusion criminelle, interdiction du territoire français pendant 20 ans, restitution intégrale des sommes détournées, David Renaud, 25 ans de réclusion criminelle, avec possibilité de remise de peine pour collaboration avec la justice, en entendant sa condamnation. Caroline ne s'y a pas. David, lui, s'effondra sur son banc en sortant du palais. Juliette croisa le regard de David une dernière fois. Il y avait tant de choses qu'ils auraient pu se dire, tant de questions sans réponse. Mais le temps des explications était révolu. « Au revoir, David », dit-elle simplement. Il hocha la tête, incapable de parler. Justice était rendue. Enfin, 3 ans après le procès. Le soleil de septembre caressait la façade de l'immeuble moderne où Juliette Bernard avait installé ses bureaux. Bernard Transport & Logistique affichait fièrement son logo sur une plaque dorée à l'entrée. Depuis les fenêtres du 3e étage, on apercevait l'autoroute A61 et le balai incessant des poids lourds qui avaient heurté son univers pendant tant d'années. Juliette, 41 ans maintenant, regardait ses employés s'affairer dans l'open space. 15 salariés, une flotte de 20 camions, un chiffre d'affaires en constante progression. Henri Delattre avait tenu sa promesse. Avec l'argent restitué par la justice, il lui avait proposé une association qui avait transformé sa vie, Madame Bernard, sa secrétaire, Sophie, une jeune femme dynamique qu'elle avait embauchée 6 mois plus tôt, passait la tête dans le bureau. « Votre rendez-vous de 14h est arrivé. »« Parfait, faites-le entrer. » Henri Delattre poussa la porte. Souriant, à 75 ans, il avait retrouvé une partie de sa superbe d'antan. La justice et la réussite de leur association l'avaient requinqué, ma chère Juliette, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face du bureau. J'ai de bonnes nouvelles. Le contrat avec Airbus est signé. Nous allons transporter leurs pièces détachées pendant 3 ans. Henri, c'est fantastique. Ils trinquèrent avec du café, comme ils en avaient pris l'habitude lors de leur réunion d'affaires. Leur relation avait évolué vers une amitié profonde, celle de 2 survivants qui avaient reconstruit leur vie ensemble. Et les filles, comment vont-elles? Juliette sourit en pensant à Maëva et Lola. Désormais âgées de 20 ans, brillantes, comme toujours, Maëva termine sa 2e année de droit à Assas. Lola fait Sciences Po. Elles veulent devenir avocates, toutes les 2, pour que les injustices ne passent plus jamais. Récita Henri en reprenant la phrase fétiche des jumelles. Exactement. Elles ont choisi leur voie après le procès. Voir leur père condamné les a marquées, mais dans le bon sens. Henri hocha la tête. Il avait suivi l'évolution des filles avec l'affection d'un grand-père de substitution. Et vous, Juliette, des nouvelles, personnelles? Juliette rougit légèrement. Henri faisait allusion à Marc, un entrepreneur de 45 ans qu'elle fréquentait depuis quelques mois. Divorcé, père de 2 enfants, il dirigeait une société d'informatique et avait su conquérir son cœur par sa gentillesse et sa patience. « Nous verrons », dit-elle évasivement. « Il faut du temps pour retrouver confiance. Vous avez 35 ans devant vous, ma chère. Ne laissez pas David gâcher votre avenir en plus de votre passé. » Après le départ d'Henri, Juliette retourna à ses dossiers, mais ses pensées dérivaient vers cette conversation qu'elle avait eue la veille avec Marc. « Tu ne parles jamais de ton ex-mari », lui avait-il dit en la raccompagnant chez elle. « Je comprends que ce soit douloureux, mais ce n'est pas douloureux, » avait-elle répondu. « C'est fini, complètement fini. Tu ne penses jamais à lui. » Si parfois, mais pas comme tu l'imagines, c'était vrai. Ses sentiments pour David s'étaient transformés au fil du temps. Plus de haine, plus d'amour non plus. Juste une forme de pitié détachée pour un homme qui avait tout gâché par faiblesse. Son téléphone vibra. SMS de Maëva. « Maman, on peut passer ce soir. On a quelque chose d'important à te dire. » Juliette fronça les sourcils. Quand les jumelles annoncèrent quelque chose d'important, cela pouvait être n'importe quoi. À 19h, Maëva et Lola sonnaient à la porte de l'appartement que Juliette avait acheté dans un quartier résidentiel de Toulouse. Spacieux, lumineux, avec une terrasse donnant sur un petit jardin, loin de la banlieue où elles avaient survécu après la mort de David. Alors, dit Juliette en servant l'apéritif, cette nouvelle importante. Les jumelles échangèrent un regard. Maëva prit la parole. « Maman, on a reçu une lettre de papa ?» Juliette faillit renverser son verre. « Une lettre ? Comment ça ?» Lola sortit une enveloppe de son sac. «
Elle est arrivée à notre résidence universitaire hier, postée de la prison de Fleury-Mérogis. Juliette observa l'enveloppe sans la toucher, comme si elle était radioactive. « Vous l'avez lue ?»« Non, » dit Maëva. « On voulait d'abord savoir si tu étais d'accord. »« Et si tu voulais être là quand on l'ouvrira ?» ajouta Lola. Juliette resta silencieuse un long moment. 3 ans sans nouvelles de David. 3 ans à reconstruire leur vie sans lui. Que pouvait-il avoir à leur dire maintenant ? « C'est votre décision ?» dit-elle finalement. « C'est votre père, même s'il nous a abandonnés, » termina Maëva. « On sait, maman, mais on a besoin de savoir ce qu'il a à dire. » Lola déchira l'enveloppe, déplia une feuille de papier prison. L'écriture de David était la même qu'autrefois, mais plus hésitante. « Mes chères Maëva et Lola, » lut-elle à voix haute, « je sais que je n'ai aucun droit de vous écrire après ce que j'ai fait. Je sais que vous devez me haïr. Et vous avez raison. » La lettre continuait sur 3 pages. David parlait de sa vie en prison, de ses remords quotidiens, de sa fierté en apprenant leurs brillants résultats scolaires. Il évoquait ses séances avec le psychologue pénitentiaire, sa prise de conscience progressive de l'ampleur de ses erreurs. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » poursuivait Lola. « Je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que je suis fière de vous, que votre mère a fait un travail extraordinaire et que malgré tout ce qui s'est passé, vous restez ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. » La lettre se terminait par une phrase qui fit pleurer les 3 femmes. « Soyez heureuse, c'est tout ce que je souhaite maintenant, papa. » Un long silence suivit la lecture. Maëva et Lola pleuraient silencieusement. Juliette les observait avec tendresse. « Qu'est-ce que vous ressentez ?» demanda-t-elle doucement. « De la tristesse, » dit Maëva. « Pour lui, pour nous, pour tout ce gâchis. De la colère aussi, » ajouta Lola. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ?» Et vous voulez lui répondre. Les jumelles se regardèrent longuement. « Peut-être, » dit finalement Maëva. « Pas tout de suite, il faut qu'on y réfléchisse. »« Mais toi, maman, » demanda Lola, « tu veux qu'on lui transmette quelque chose ?» Juliette réfléchit. Que pourrait-elle dire à David ? Qu'elle lui pardonnait ? Ce serait un mensonge. Qu'elle le haïssait ? Ce ne serait plus vrai. « Dites-lui que je vais bien, » dit-elle finalement, « que nous allons tous bien, et que c'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire. Nous laisser être heureuses sans lui. » Le lendemain matin, Juliette décida d'aller se promener sur les bords de Garonne. Elle avait besoin de faire le point, de mettre ses idées au clair. C'était là, dans ces eaux grises, que David était censé avoir trouvé la mort 7 ans plus tôt. Combien de fois était-elle venue pleurer sur cette berge, se demandant si son corps remonterait un jour à la surface. Maintenant, elle savait que David était bien vivant, enfermé dans une cellule de prison, dans 20 ans. S'il bénéficiait de remise de peine, il sortirait. Il aurait 67 ans. Ses filles en auraient 40. Elle-même serait une femme de 60 ans. Que resterait-il alors de cette histoire ? Des souvenirs, des cicatrices, mais aussi une famille reconstruite, plus forte qu'avant. Son téléphone sonna. « Marc. Bonjour belle dame. Ça te dit un déjeuner en amoureux ?» Juliette sourit. L'avenir l'appelait. « Avec plaisir. Mais attention, je risque d'être bavarde aujourd'hui. J'ai des choses à te raconter. Toute ta vie, toute ma vie. » En raccrochant, Juliette regarda une dernière fois la Garonne. Les eaux coulaient paisiblement vers l'Atlantique, emportant avec elles les souvenirs du passé. David était sorti de sa vie aussi brutalement qu'il y était entré 20 ans plus tôt. Mais cette fois, c'était elle qui maîtrisait le scénario. Elle remonta vers sa voiture, vers son bureau, vers sa nouvelle vie. Derrière elle, la Garonne continuait son cours éternel. Quand elle passa devant la pénitentiaire de Fleury-Mérogis 1 heure plus tard, en se rendant à un rendez-vous d'affaires, Juliette ne ressentit ni haine ni amour, juste une pensée fugace pour l'homme qui purgeait sa peine à l'intérieur. « Sois en paix, David, » murmura-t-elle. « Moi, je le suis enfin. » La route s'étendait devant elle, droite et lumineuse. Juliette Bernard avait enfin tourné la page. L'histoire était terminée, la vie pouvait commencer.